L'actu. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu Avec l'invité. L'invité des regards. Bonjour Tom Drevard. Bonjour Emma. Alors vous êtes doctorant au sein de l'Institut de droit de l'environnement à Lyon. Vous rédigez actuellement une thèse en co-tutelle avec l'Université Jean Moulin Lyon 3 et l'Université Laval à Québec, portant sur la protection juridique de la biodiversité urbaine avec une approche comparée, donc France-Québec. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de nature en ville et de biodiversité urbaine. Un sujet d'actualité puisque la ville de Montréal s'apprête à accueillir la 15e conférence des parties, donc la 15e COP pour la biodiversité. Et à cette occasion, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, a appelé les pays à s'engager sur 15 actions concrètes pour protéger la biodiversité. Et pour cause, en 50 ans, 70% de la faune sauvage a disparu à l'échelle planétaire. Alors Tom, pour commencer, est-ce que vous nourrissez des espoirs sur cette COP et quels sont les principaux leviers et enjeux à activer en priorité ? Alors, effectivement, je pense que c'est intéressant de voir ce qui va ressortir de cette convention des parties, de la convention sur la diversité biologique. Tout d'abord parce que c'est le moment où on attend l'adoption du cadre post-2020 pour la biodiversité, le cadre mondial pour la biodiversité post-2020, qui a pris un léger retard. Le premier brouillon a été livré l'an dernier, et là, c'est les dernières négociations pour ce cadre post-2020. Donc, je pense que c'est vraiment le gros attendu de cette convention des parties. Par ailleurs, en ce qui concerne la biodiversité urbaine, la Convention sur la diversité biologique porte depuis 2008 un indice qui s'appelle l'indice de Singapour, qui est l'indice de biodiversité urbaine pour mesurer l'action des gouvernements municipaux sur la diversité biologique. Et cet indice a été remis à jour en septembre 2021. Donc on peut aussi attendre de ce côté-là peut-être un premier bilan, un premier retour d'expérience des villes, et évidemment cet engagement qui a été prononcé par Valérie Plante il y a 2 semaines, qui engageait vraiment les municipalités à faire leur retour d'expérience et à se fixer des objectifs ambitieux en termes de diversité biologique. Je pense que c'est intéressant de voir vers où ça va aller, la suite de cette initiative. Et justement, cet indice de biodiversité, qu'est-ce qu'il prend en compte exactement ? Comment est-ce qu'on mesure la biodiversité urbaine ? Alors en fait, ce qui est intéressant dans l'indice de Singapour, c'est que c'est pas tant un indice de mesure de la biodiversité, plutôt qu'un indice qui est à disposition des gouvernements municipaux pour mesurer l'effectivité de leur action en faveur de la diversité biologique. C'est-à-dire qu'il y a certains facteurs, indicateurs qui sont à la disposition des gouvernements municipaux et qui sont des indicateurs relativement faciles à mesurer, par exemple la superficie des parcs municipaux, le budget qui est alloué à la biodiversité, et qui peut donner une idée aux gouvernements municipaux pour savoir s'ils font assez pour la diversité biologique ou pas. D'accord. Et sur cet indicateur-là, est-ce que vous savez, par exemple, quelles sont les villes qui sont un peu en avance sur ces questions, celles qui sont un peu en retard ? Non, vous n'avez pas d'informations sur ces... Pas particulièrement, et d'autant plus qu'il a été renouvelé l'année dernière, donc D'accord. Je pense que c'est ça qu'il va falloir voir pour la suite. Et surtout, la notion de biodiversité urbaine, c'est une notion qui est encore récente, donc on peut avoir du mal en fait à imaginer qu'il y a une si grande biodiversité en ville, mais je pense que vous allez nous prouver le contraire. Alors, quel type de biodiversité est-ce qu'on trouve en fait sur ces territoires urbains ? Alors prouver le contraire, je sais pas, mais c'est vrai que les villes sont pas forcément les premiers territoires auxquels on pense quand on pense à la biodiversité. Comme vous dites, c'est relativement récent cette prise de conscience. L'écologie urbaine est de toute manière une discipline assez naissante, mais en fait on a plusieurs constats par rapport à la biodiversité en ville qui rend la situation, le paysage un peu compliqué. Le premier constat, c'est que la situation n'est pas la même selon l'échelle à laquelle on regarde. C'est-à-dire qu'à l'échelle locale, en fait, les villes présentent une biodiversité assez importante parce qu'en fait, une ville s'est constituée de plusieurs types d'écosystèmes, plusieurs types de milieux, à la fois dans les parcs, peut-être des milieux très arborés, de la prairie, des buissons, etc., et des milieux extrêmement minéraux, peut-être des milieux humides, etc. Donc vraiment, la géographie urbaine va créer de nombreux écosystèmes, et forcément, la biodiversité qui est présente en ville va être différente que par rapport aux milieux environnants, d'autant plus que certaines contraintes existent dans les milieux avoisinant la ville, qui sont des milieux périurbains, où généralement on retrouve de l'agriculture en monoculture, donc potentiellement des produits phytosanitaires qui seront moins présents en ville.
On retrouve des activités de chasse qui seront absentes en ville aussi. Donc en fait, pour certaines espèces, ça va représenter des certaines opportunités. Et il y a vraiment des espèces qui sont grandes gagnantes en fait du milieu urbain. Et des espèces, par contre, qui vont avoir des besoins en territoire qui sont plus importants, donc qu'on va moins observer en milieu urbain. Donc en fait, la diversité biologique en milieu urbain par rapport au milieu périurbain est complètement, au niveau local, la diversité biologique est plus importante, en tout cas, peut être localement plus importante. Après, on observe il y a un deuxième constat qu'on observe, c'est qu'au niveau global, à l'ère de l'Anthropocène, donc qui est une ère aussi d'urbanisation mondiale, les formes géographiques, les formes urbaines se retrouvent de plus en plus et se répètent. Et en fait, on observe donc une certaine homogénéisation en retour. On observe une certaine homogénéisation des espèces qu'on va retrouver en ville. Et ça, c'est un constat plutôt inquiétant parce qu'en fait, jusque-là, les villes, dans certaines espèces, notamment des espèces indigènes, sont plus présentes qu'en ville. Et donc cette homogénéisation peut être déjà un premier facteur d'inquiétude. Et vous parliez d'une prise de conscience assez récente. Qu'est-ce qui l'a motivé ? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ? Est-ce qu'il y a eu peut-être un rapport, quelque chose qui a permis à ce que les municipalités ou les gens prennent conscience de l'importance de cette biodiversité en ville ? Pas particulièrement, pas à ma connaissance. C'est relativement récent parce qu'en fait, on peut retracer les origines de l'écologie urbaine, donc vraiment la science des écosystèmes urbains à l'école de Chicago, qui est une école au départ de sociologie urbaine et qui a posé, qui est dans les années, aux alentours de 1920, qui a posé un peu les bases de cette sociologie urbaine et qui s'est ramifiée après jusque dans l'écologie, donc l'étude des écosystèmes urbains. Et en fait, cette prise de conscience, elle est relativement récente parce qu'en fait, on manque beaucoup de connaissances sur comment fonctionnent les écosystèmes urbains, quelles sont les espèces qui sont présentes en ville, etc. Et notamment, maintenant, on a de plus en plus de données, mais on s'aperçoit, par exemple, vous avez l'inventaire national du patrimoine naturel qui est tenu par le Muséum d'histoire naturelle à Paris et qui a noté par exemple sur le territoire de la ville de la ville de Paris 73 espèces qui sont considérées comme menacées, qui sont sur la liste rouge de l'UICN au niveau national et 30 espèces qui sont sur la liste rouge de l'UICN au niveau mondial. Donc en fait on s'aperçoit en fait aussi au fur et à mesure qu'on fait les inventaires qu'il y a vraiment une richesse, une diversité biologique qui existe en ville qu'on ne soupçonnait pas. Donc en fait, il y a aussi ce manque de données, je pense, qui fait une prise de conscience un peu tardive. Et puis si on parle aussi autant de biodiversité urbaine, c'est parce qu'il y a un rôle de la biodiversité urbaine. Alors pourquoi est-ce qu'il est si important de la conserver, de la protéger ? Alors, il y a beaucoup de justifications sur pourquoi protéger la biodiversité. Je serais peut-être un peu provocateur en vous posant la question à l'inverse de dire pourquoi on ne protégerait pas la biodiversité. Et c'est peut-être la première question qu'il faudrait se poser. Parce qu'effectivement, il y a un vrai argument éthique et moral à protéger la biodiversité. Mais au-delà de cet argument-là, on observe, il y a beaucoup de raisons de protéger la biodiversité en ville. Tout d'abord, on observe le même déclin de la biodiversité en ville que ailleurs. Donc le déclin de la biodiversité va s'exprimer en ville tout comme ailleurs. Et en fait, évidemment, tous les écosystèmes sont reliés et les conséquences de ce qui se passe en ville va avoir des conséquences aussi sur l'état des espèces partout ailleurs. Donc il y a un premier enjeu, c'est de pas non plus compartimenter le raisonnement. C'est la lutte contre le déclin de la biodiversité. C'est en ville de la même manière qu'ailleurs. Après, évidemment, il y a un argument peut-être un peu utilitaire aussi, avec l'émergence de l'évaluation des services écosystémiques, qui sont les services qui sont rendus par les écosystèmes pour les êtres humains. Et cette évaluation, cette prise en compte de ces services en ville va être particulièrement importante parce que les services qui sont rendus par les écosystèmes, c'est à la fois, ça peut être la purification de l'air, l'atténuation des nuisances sonores, ça peut être l'absorption de l'eau qui permet de réduire le risque d'inondation, ou par exemple la lutte contre le phénomène d'îlots de chaleur urbain qui, dans le cadre du changement climatique, va devenir vraiment un enjeu particulièrement important. Donc dans ce cadre-là, effectivement, les écosystèmes en ville sont assez importants, avec quand même ce caveat que, à l'aune des services écosystémiques,
la biodiversité n'est pas forcément le rapport entre la biodiversité et le rendement d'un écosystème en termes de services écosystémiques, si on peut parler de cette manière, est pas forcément proportionnel. C'est-à-dire que si on se fixe un seul service écosystémique comme indicateur, par exemple la lutte contre l'effet d'îlot de chaleur, la biodiversité, enfin un écosystème plus biodiversifié ne sera pas forcément plus performant. En revanche, ce que la biodiversité peut apporter aux écosystèmes, c'est que ça va être des écosystèmes qui vont être plus multifonctionnels en termes de services écosystémiques. Donc ça va être des écosystèmes qui vont apporter plus de services une plus grande diversité de services écosystémiques, et ça va être des écosystèmes qui vont être aussi plus résilients. Donc voilà. Et enfin, et ça c'est pour moi c'est vraiment un argument qui est assez important et qu'on a tendance un peu à ne pas voir. Mais certains chercheurs ont mis en évidence ce qu'ils ont appelé le pigeon paradox, qui est en fait le constat que l'être humain, un des obstacles à la protection de la nature, vient de notre relation qu'on a avec cette nature et l'expérience qu'on a de cette nature. Et en fait, finalement, c'est là que c'est particulièrement pervers, c'est-à-dire qu'en ville, aujourd'hui, à l'ère anthropocène, les êtres humains sont sont majoritairement urbains, et donc l'expérience de nature est particulièrement dégradée parce qu'on a beaucoup moins de relations avec la nature qu'on pourrait en avoir dans d'autres milieux. Et ça crée une certaine tension entre l'envie peut-être qu'on peut avoir de protéger l'environnement et en même temps l'expérience qu'on en a, et quelque part en fait cette nature qui est en ville de ce fait-là est particulièrement importante, peut-être plus, j'ai pas envie non plus d'évaluer plus importante ou non, mais elle est particulièrement importante parce qu'elle permet de créer cette expérience de nature. Et c'est pour ça que les scientifiques parlent de pigeon paradox, parce que effectivement les pigeons représentent cette nature qu'on expérimente tous les jours, mais parce que c'est notre nature, c'est la nature qui est la plus proche de nous, c'est aussi celle qu'on dévalue le plus. Alors que finalement, c'est elle qui représente notre expérience de nature en tant qu'habitants des villes. Et donc, des exemples qui soulignent l'importance de la pensée systémique et complexe pour appréhender donc les enjeux d'habitabilité à l'ère de l'Anthropocène. Et donc, je le rappelle, vous êtes donc doctorant en droit. Alors, expliquez-nous donc ce rapport entre le droit et la biodiversité en ville. Alors, c'est une question particulièrement intéressante parce qu'en fait, en droit de l'environnement, historiquement et symboliquement, en fait, le droit de la protection des espaces et le droit de la protection des espèces, ça fait partie des premières branches du droit de l'environnement qui est apparu. Elle est apparue à une époque où on avait une certaine conception de la naturalité et une certaine conception des relations entre humains et non-humains. Et aujourd'hui, déjà, la première question que moi j'essaye de me poser dans mon travail de thèse, c'est comment ce droit de la protection de la biodiversité, comme on l'appelle maintenant, comment est-ce qu'il peut s'articuler avec une application potentielle dans des milieux urbains, où la question justement de la naturalité du milieu, elle peut se poser vraiment dans des milieux anthropisés. Et par ailleurs, la question de la cohabitation, comment on fait, la protection de la biodiversité en milieu urbain pose des questions de cohabitation qui est entre humains et non humains qui est particulièrement importante et pour lesquelles les outils de protection des espèces et des espaces naturels n'ont pas été conçus. Par ailleurs, tout un autre pan du droit pourrait être plus peut-être logique, peut-être plus naturel à envisager en ville, c'est le droit de l'urbanisme. Mais encore une fois, le droit de l'urbanisme, c'est avant tout un droit de l'usage des sols. Donc c'est une certaine logique déjà qui découle du fait d'utiliser des outils de droit de l'urbanisme, et c'est un outil de planification. Et ce qui est intéressant dans le droit de l'urbanisme, c'est qu'il permet d'agir sur l'organisation physique et fonctionnelle de la ville. Donc en ce sens-là, ça peut être intéressant, mais c'est pas un droit qui a été prévu initialement pour protéger l'environnement, particulièrement dans les zones urbaines. Donc aujourd'hui, alors c'est vrai que le droit de l'urbanisme a beaucoup évolué et il intègre de plus en plus d'enjeux, et notamment des enjeux environnementaux. Et après, on peut se poser la question de est-ce que le droit de l'urbanisme peut tout faire ? Et en fait, on s'aperçoit aussi que le droit de l'urbanisme, il va quelque part dans sa logique de planification, dans sa logique de zonage, il peut se heurter aussi à certains pans, certains aspects de la nature qu'on a du mal à intégrer. C'est difficile de planifier finalement où va se situer la nature,
le côté spontané, le côté dynamique de la nature, ça fonctionne relativement, et peut poser problème dans le cadre du droit de l'urbanisme. Et enfin, ce qu'on observe, c'est l'émergence d'outils contractuels pour donner justement une flexibilité à ces outils d'urbanisme, ces outils de protection du patrimoine naturel. Et donc l'émergence d'outils contractuels à la fois entre les collectivités, les villes, l'État, etc., mais aussi entre les villes et les propriétaires privés. Parce que ça, c'est aussi une question particulièrement importante pour la protection de la biodiversité urbaine. C'est comment est-ce qu'on va agir sur les terrains privés pour pouvoir protéger cette biodiversité urbaine. Et alors justement, comment est-ce qu'on agit sur les terrains privés pour protéger cette biodiversité urbaine? Parce que c'est vrai que c'est un enjeu dans plusieurs luttes de l'environnement, par exemple aussi pour la question de l'adaptation au changement climatique. Comment est-ce qu'on adapte la ville au changement climatique aussi sur des terrains qui sont privés? Parce que ça, on n'y a pas forcément accès. Donc du coup, vous nous parliez de ce phénomène de contractualisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, alors c'est à la fois des outils je dis des outils contractuels et des outils négociés. En fait, je pense que c'est un constat aussi que pour l'instant, la protection de la biodiversité urbaine est aussi un enjeu émergent, on va dire, pour les villes. Donc pas forcément un enjeu qui est aussi accepté par tous les citoyens de la même manière. Et donc le recours à des outils contractuels est finalement relativement naturel, ou en tout cas la tentation c'est d'utiliser des outils négociés ou des outils qui permettent de donner une certaine marge de manœuvre aux propriétaires privés, aux promoteurs, aux porteurs de projets. Et notamment, vous avez le coefficient de biotope par surface, qui est un coefficient, là pour le coup, qui est un outil du droit de l'urbanisme, qui est un coefficient utilisé que les villes peuvent appliquer à certaines zones, et qui permet de fixer des objectifs pour tous les projets, pour tous les porteurs de projets, les demandeurs d'autorisation d'urbanisme, leur fixer des objectifs en termes d'espace bio-aménageable. Donc en fait, c'est par exemple penser toiture végétalisée, penser murs végétalisés, etc. Tout en considérant que tous ces espaces ne se valent pas. Et donc en fait, le coefficient de biotope par surface va encourager les porteurs de projets, s'ils choisissent une solution technique qui est moins intéressante pour la biodiversité, ils vont devoir y consacrer plus de surface que par exemple s'ils choisissent de conserver des espaces en pleine terre qu'on va considérer un peu comme le plus intéressant pour la biodiversité. Et ce qui est intéressant dans cet outil-là, c'est que à la fois il laisse une certaine marge de manœuvre pour les propriétaires privés, et aussi pour les villes, le coefficient de biotope par surface aujourd'hui en droit n'est pas extrêmement encadré dans la méthodologie de calcul, ce qui permet potentiellement de l'adapter au territoire local. C'est-à-dire de se dire, là, dans ces zones-là, on a un fort besoin de créer des haies. Donc on va valoriser énormément dans la pondération de notre coefficient de biotope par surface toutes ces solutions techniques-là. Alors que, par exemple, dans des zones, on va se dire, ici, là, il faut encourager la fauche tardive, etc. Donc on va être plutôt sur de l'espace de pleine terre, et on va encourager... Alors, la fauche tardive, non, parce que c'est des conditions d'entretien, ça ne rentrera pas dans les conditions du zonage, mais par contre, l'espace, la pleine terre, potentiellement. Ouais, je voulais poser une question justement. Vous parliez de la fauche tardive. Ça m'amène un petit peu sur cette idée d'acceptabilité sociale ou même de compréhension du grand public sur ces enjeux de biodiversité. Et donc, la fauche tardive, ça peut être un peu un exemple un peu banal, mais c'est vrai qu'il y a plein de personnes en ville qui vont dire non, mais là, ce n'est pas propre, c'est mal tondu, c'est pas entretenu, alors que c'est des éléments qui pourraient permettre d'améliorer la biodiversité en ville. Comment est-ce qu'on appréhende, comment est-ce qu'on aborde ces enjeux-là ? Ouais, alors ça, c'est effectivement un point super intéressant. Alors moi, je peux pas saisir la totalité de cette question-là à travers mon travail de thèse en droit. Mais par contre, quelque chose qui m'intéresse, c'est que certains chercheurs ont montré que les outils juridiques qui étaient mis en place, et les outils politiques aussi qui étaient mis en place par les villes pour traiter certains enjeux, et notamment des enjeux de biodiversité, vont avoir un impact sur la perception des habitants. Par exemple, dans les villes où vous avez des politiques très agressives qui ont été mises en place pour gérer les populations de pigeons,
donc notamment les villes qui ont fait de la capture, les villes qui ont essayé d'empoisonner les pigeons. En fait, la perception des habitants de ce problème, de cette question-là, a été beaucoup plus négative. Parce qu'en fait, finalement, si vous savez que votre ville fait de la capture de pigeons, fait de l'empoisonnement, chaque pigeon que vous verrez, c'est un peu un que la ville n'a pas réussi à avoir. Donc ça va être tout de suite une cohabitation beaucoup plus tendue. Alors que vous avez des villes qui ont mis d'autres dispositifs en place pour peut-être essayer de gérer les populations de pigeons, comme notamment des pigeonniers contraceptifs. Et où là, pour le coup, les enjeux, cet enjeu de cohabitation pour les habitants était perçu de manière beaucoup moins négative. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça montre en fait que les outils juridiques et les solutions juridiques et les solutions politiques qui sont choisies par les villes vont avoir elles-mêmes un impact sur la perception des habitants. Et puis ça, c'est la première étape. Parce qu'après, la perception des habitants, une fois que cet enjeu il a été accepté, une fois que la cohabitation elle se fait de manière plus apaisée, on peut aussi être un petit peu plus ambitieux. Donc en fait, c'est vraiment une démarche par cliquet, par petits pas, où la politique des villes, les outils juridiques qui sont mis en œuvre doivent être vraiment pensés dans cette optique-là. Et là, on parlait du coup de l'acceptabilité par les habitants, mais moi aussi, je me demande... est-ce que en fait les décideurs publics locaux aussi, est-ce qu'ils intègrent réellement en fait ces enjeux de protection de la biodiversité urbaine? Est-ce qu'il y a une réelle volonté en fait politique derrière d'intégrer ces nouveaux enjeux au sein de la planification, au sein des politiques en fait environnementales des collectivités territoriales? Le constat est pas forcément homogène. On a forcément un paysage politique là-dessus qui est très diversifié, mais ce que moi je constate, c'est que effectivement aujourd'hui on a à la fois des municipalités et des grandes villes, des métropoles, qui identifient ça comme cet enjeu-là comme vraiment un enjeu de marketing municipal. Donc la ville de Montréal est un bon exemple en ce sens-là, parce qu'elle a vraiment essayé de saisir cet enjeu et d'en faire un peu un fer de lance. Paris aussi en France, le Grand Paris aussi essaye vraiment d'innover dans ce sens-là, parce qu'ils ont identifié ça probablement comme un enjeu de marketing municipal, donc de mettre en avant vraiment les démarches innovantes de la ville dans ce cadre-là. Et il y a des villes qui l'identifient plutôt vraiment comme une contrainte aujourd'hui. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a on a un certain recours aux outils contractuels. J'ai parlé d'outils négociés tout à l'heure, pas vraiment des outils contractuels, mais on en observe aussi. Et vous travaillez également sur des questions de justice environnementale. Est-ce que vous pouvez expliquer en fait ce lien avec la biodiversité urbaine ? Oui, alors effectivement, il y a plusieurs points de justice environnementale qui sont particulièrement importants. Je pense que le premier est lié en fait au droit à l'environnement sain. C'est-à-dire que le droit à l'environnement sain, qui est un droit fondamental à la fois en France qu'au Québec, même si c'est selon des rédactions qui diffèrent un petit peu, le droit à l'environnement sain, aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, il est un peu à géométrie variable selon qu'on se situe en ville ou qu'on se situe ailleurs. Et le fait d'être en ville, aujourd'hui, encore pour les juges, représente quelque part une certaine acceptation des risques environnementaux. Les juges vont considérer qu'il est normal en ville que notre environnement soit dégradé et que notre droit à l'environnement sain ne s'exprime pas de la même manière que dans d'autres milieux. Ce qui peut être un peu problématique quand on considère qu'en fait la ville, c'est aussi des opportunités économiques, des opportunités sociales, etc. Et le fait de vivre en ville n'est pas forcément un choix. Donc il y a cette première question-là de justice environnementale qui est de dire, est-ce que le droit à l'environnement sain en ville doit être différent du droit à l'environnement sain ailleurs, et pour quelles raisons? La deuxième question de justice environnementale sur laquelle je travaille, c'est pour lutter contre ce qu'on appelle le phénomène de gentrification verte. C'est-à-dire qu'on observe aussi que dans les zones où on va avoir des démarches favorables à la biodiversité ou éventuellement des projets d'écoquartier, etc., on observe une certaine gentrification. C'est-à-dire que le niveau
le prix des loyers va augmenter, l'accès au logement va être plus difficile. Et donc le problème auquel moi j'essaye de faire face dès mon travail de thèse, c'est de se dire protéger la biodiversité en ville, certes, mais attention à ce que ça se fasse de manière égalitaire et à ce qu'on n'accentue pas des phénomènes de gentrification qui sont déjà un petit peu en train de se former. C'est-à-dire que dans le sens où aujourd'hui on est encore dans un entre-deux politique, où la protection de la biodiversité urbaine, elle se fait beaucoup avec les volontés des citoyens, elle se fait beaucoup sur des démarches coopératives, sur des démarches négociées. On observe qu'il y a une inégalité dans cet engagement citoyen, et beaucoup, c'est un engagement qui est déjà de citoyens qui participent à un phénomène de gentrification. Donc il faut, à mon sens, vraiment que les villes se saisissent de cette question-là et ne laissent pas que les démarches volontaires se saisir de cet enjeu-là, parce qu'on va aboutir à accentuer en fait, des phénomènes de gentrification qui sont déjà en place. Vous nous parliez tout à l'heure de Montréal comme une ville exemplaire peut-être sur la protection de la biodiversité urbaine. Alors pour finir cet entretien, moi j'aimerais savoir quels sont les apports en fait, de cette comparaison que vous faites avec le Québec. Est-ce qu'il y aurait une bonne mesure, une bonne action que vous pouvez mettre en lumière pour la protection de la biodiversité urbaine qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique ? Une bonne mesure. L'apport de la comparaison en deux mots, peut-être trois points. C'est tout d'abord que c'est assez intéressant parce qu'en fait le droit québécois, c'est un mélange à la fois de droit de tradition civiliste, donc en fait d'origine française, et du droit de common law. Donc c'est un peu un mélange en fait du droit qu'on peut trouver en Amérique du Nord et d'outils aussi qui proviennent du droit français au départ. Donc ça c'est assez intéressant parce que ça permet de vraiment comprendre la trajectoire de certains outils et comment certains outils pourraient être appliqués dans notre système aussi. Donc ça permet finalement de faire venir des outils qui proviennent du droit nord-américain, de s'interroger sur comment on pourrait les adopter chez nous ou comment est-ce que nous on a procédé de manière différente, qu'est-ce que ça illustre. Le deuxième point intéressant, c'est qu'on a une histoire urbaine qui n'est pas la même, avec forcément en France, on a un patrimoine historique urbain qui est peut-être un peu plus figé, donc d'autres contraintes par rapport aux villes nord-américaines qui ont été du coup construites un petit peu différemment. Et enfin, la question surtout des données, tout à l'heure je parlais de la connaissance, mais au départ l'écologie urbaine c'est vraiment une discipline aussi nord-américaine, et de ce fait les connaissances qu'on a sur les écosystèmes en Amérique du Nord sont quelquefois plus poussées que celles qu'on a en France. Donc cette réflexion-là, elle a été menée parfois un petit peu plus, de manière un petit peu plus ancienne. Et juste en deux mots. En deux mots, ouais. Juste pour retenir une mesure. Je vous parlais tout à l'heure des mesures, l'impact de la perception, des mesures sur la perception des habitants. Moi, je relève notamment la ville de Montréal qui a mis en place un plan de cohabitation avec le coyote, qui cherche vraiment non pas à lutter contre les populations de coyotes qui arrivent en ville, parce qu'en fait les questions de cohabitation vraiment au Québec sont pas les mêmes que celles qu'on peut avoir en France, et vraiment ce plan de cohabitation il est basé sur l'éducation de la population et sur quelles relations on va avoir avec les coyotes quand on les croise, et du coup la cohabitation se fait de manière beaucoup plus positive. Eh bien, je vous remercie, Tom Drevard. Je rappelle que vous êtes doctorant au sein de l'Institut de droit de l'environnement à Lyon et que vous rédigez actuellement une thèse portant sur la protection juridique de la biodiversité urbaine avec une approche comparée France-Québec. Merci. À bientôt sur Radio Anthropocène. Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité.